pense à ce cliché d'enfant ingérable dans Super Nanny qui crie partout, qui casse des assiettes, qui griffe tout le monde. Ça, c'est les clichés qui font mal justement au TDAH. On perd du temps à essayer de chercher le terme parfait, que les gens arrivent à trouver, à mettre peut-être des mots sur un vécu, parce que c'est toujours beaucoup plus complexe que simplement un seul mot, une seule appellation. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mickaël Nardi. Bonjour Mickaël. Salut tout le monde, salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, parfait. Écoute, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à la convention, pendant laquelle tu as donné un atelier sur... Alors, tu peux me rappeler les sujets ? C'est sur comment créer son second cerveau. Ok, voilà. Et tu as quelques spécialités, enfin vraiment des sujets de prédilection dont on va parler aujourd'hui qui sont super intéressants, dont le TDAH, dont le fait justement de construire une organisation quand tu as le TDAH. Donc, tu vas nous en parler, on va parler de tout ça. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, alors la question de se présenter, c'est toujours une question complexe, mais maintenant que j'ai lancé un petit peu mes projets, j'arrive à avoir une définition un petit peu cadrée de ça. Donc moi aujourd'hui, je suis coach pour les TDAH. Donc en fait, j'aide les entrepreneurs qui ont un TDAH à mieux s'organiser pour réussir à avancer dans leur projet. Ça, c'est la version vraiment simple de la chose. Donc j'ai vraiment un versant où j'accompagne en one-to-one, en face-à-face, des entrepreneurs dans justement leurs problématiques business, leurs problématiques d'organisation. Et derrière, j'ai ma casquette de créateur de contenu depuis quelques mois, où je suis présent sur LinkedIn. J'écris une newsletter sur le sujet du TDAH, de la productivité, de l'entrepreneuriat. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment les deux aspects de ma vie qui m'occupent le plus aujourd'hui. Ok, avant qu'on rentre dans le détail de qu'est-ce qui t'a conduit finalement à lancer cette activité, peut-être que ce sera important pour notre audience qu'on puisse définir les termes qu'on va employer. Donc, qu'est-ce qu'on entend par TDAH ? Alors ça, c'est une bonne question parce que quand on se spécialise dans le sujet du TDAH, on a tendance à en parler tout le temps et à oublier en fait que c'est un acronyme et qu'en fait on ne connaît pas toujours qu'est-ce que c'est. Le TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc en gros, c'est un trouble qui se manifeste sur trois composantes, une composante d'inattention, une composante d'impulsivité et une composante d'agitation. Donc en gros, c'est j'ai du mal à me concentrer, je me sens agité, soit dans ma tête, ça part dans tous les sens, ou soit physiquement, je me sens agité. Et l'impulsivité, c'est des décisions irrationnelles, des changements de plan rapides, partir à fond dans une direction, puis changer de direction. Et c'est toute une conjonction de symptômes et de problématiques qui ont un vrai retentissement dans la vie et sur différents domaines de vie, aussi bien professionnels, personnels, dans l'apprentissage, qui vont faire qu'un psychiatre va pouvoir déterminer le diagnostic de TDAH, un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et alors justement, concrètement, comment ça se traduit dans la vie ? Comment on peut se dire, ok, j'ai peut-être un TDAH ? Quels sont les signes concrets qu'on peut ressentir et qui pourraient nous amener à voir un psychiatre ? En fait, c'est ça qui est difficile avec ce trouble, et on l'a vu pas mal ces dernières années avec les influenceurs TDAH notamment, où en fait il y a plein de signes un peu simples que tout le monde peut avoir, qui peuvent laisser penser à un TDAH, et en fait on se retrouve des fois à penser que voilà, le TDAH en fait ça n'existe pas vraiment, parce que tout le monde a du mal à se concentrer, tout le monde a du mal à rester attentif sur des tâches qui n'intéressent pas, tout le monde a une tendance à procrastiner. Vraiment, le critère qui fait que le TDAH mérite d'être diagnostiqué, ou du moins de se pencher sur le sujet sérieusement, c'est ce qu'on appelle le retentissement dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vraiment, si on ressent des blocages, si on sent qu'au niveau relationnel, professionnel, on a des difficultés, qu'on n'arrive pas à atteindre la stabilité qu'on veut atteindre, qu'on part dans tous les sens et que vraiment ça nous fait souffrir au quotidien, c'est le ressenti de cette souffrance qui doit laisser penser que l'hypothèse du TDAH doit être explorée avec un psychiatre. Tout le monde, en fait, le TDAH, c'est vraiment un spectre. Donc les symptômes, c'est des choses que tout le monde peut avoir à un moment donné de sa vie. Le TDAH, c'est un trouble vraiment à partir du moment où ça a des conséquences néfastes dans sa vie et qu'on sent qu'on n'arrive pas à le gérer correctement pour atteindre les objectifs ou les aspirations qu'on a dans la vie. Donc justement, ça veut dire que c'est corrélé vraiment avec tes aspirations, avec ton train de vie, par rapport à tes capacités et par rapport au train de vie que tu as envie de mener. Donc il y a une liaison finalement par rapport à ça ? Souvent, c'est ça, c'est ce décalage entre ce qu'on aimerait faire et l'état actuel de notre vie, de nos projets qui ne sont pas forcément au stade où on aimerait. En fait, c'est ça qui est difficile avec tout ce qui est santé mentale, troubles psychiatriques, etc. C'est qu'en fait, les critères sont assez... Il y a une part de subjectivité dans les critères. C'est pour ça qu'on dit que le diagnostic est clinique, c'est-à-dire qu'avec le psychiatre, ça va être dans l'échange, la compréhension des domaines de vie qui sont impactés,
qui vont mener au diagnostic. Il n'y a pas de test objectif biologique, il n'y a pas d'IRM, il n'y a pas de marqueur certain qui permet d'affirmer objectivement la présence d'un TDAH. C'est vraiment ce retentissement dans la vie. Et souvent, le diagnostic part du constat qu'on a de je me sens bloqué, je me sens à la ramasse par rapport aux autres, je sens que j'arrive pas à avancer comme je veux avancer. Et c'est ce marqueur-là, c'est cette souffrance subjective-là qui va permettre au psychiatre d'explorer cette piste du TDAH. Ce que tu es en train de me dire, c'est que si je trouve un quiz sur Internet qui me dit est-ce que vous êtes TDAH ou pas, passer ce test en 5 minutes, c'est pas forcément une bonne idée, ou est-ce que ça peut t'amener peut-être des réponses? Ça peut ouvrir la réflexion, mais en tout cas, entre supposer qu'on a un TDAH et avoir le diagnostic de TDAH, dans tous les cas, il faudra aller consulter quelqu'un pour en être sûr. Ok. Donc c'est quand tu vois que ta charge mentale est trop importante et finalement tu t'en sors pas, vraiment tu patauges par rapport à là où tu aimerais, vers où tu aimerais te diriger. Tu as l'impression donc peut-être d'aller à droite, à gauche et d'être complètement perdu. À ce moment-là, se pose la question d'aller voir un professionnel. Qu'est-ce que tu conseillerais toi? En fait, si on se sent dispersé, si on se sent dépassé émotionnellement par les imprévus du quotidien, si on sent que notre vie émotionnelle, c'est vraiment ce que j'appelle les dents de scie, c'est-à-dire que c'est des gros ups, des grosses euphories et ensuite des gros downs, et qu'on alterne en fait entre ces phases-là. Euh, si on sent qu'on n'arrive pas à fonctionner correctement dans le sens où on se sent fatigué alors qu'on n'a pas forcément fait grand-chose de sa journée, si vraiment on procrastine des choses qui sont importantes et qui ont un impact, par exemple de l'administratif ou des choses qui doivent vraiment être gérées, ça vaut le coup de se poser la question, ça vaut le coup de creuser le sujet et ça vaut le coup d'en parler à quelqu'un. Ok. Ça voudrait dire que tu pourrais être, on dit quoi, atteint du TDAH et ne pas le savoir finalement parce que ton train de vie te permet d'avoir une vie saine. Comment tu l'écris? Exactement, en fait, c'est ça qui est aussi très, très subtil avec le TDAH, c'est qu'on peut très bien vivre avec en mettant en place ce qu'on appelle des stratégies de compensation. Par exemple, si on a du mal avec la motivation et la concentration, par exemple, ce qu'on peut faire quand on a un TDAH et qu'on ne le sait pas, c'est de se mettre dans des situations qui créent de l'urgence ou qui créent une motivation externe. Par exemple, un job qui est très demandant, avec par exemple un manager qui nous met pas mal de pression, ça va nous aider à fonctionner et à passer outre ce qu'on appelle le déficit exécutif du TDAH, donc c'est-à-dire cette capacité à pouvoir contrôler ce que tu fais. Tu vas avoir un cadre externe qui va faire que tu fonctionnes. Pareil dans l'entrepreneuriat, il y en a certains qui s'épanouissent dans l'entrepreneuriat, mais dans une configuration où aussi il y a beaucoup d'urgences à gérer, beaucoup de projets à gérer, et finalement on se fait prendre dans un flux où on n'a pas le temps de se poser des questions. Le problème avec ça, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie, et des fois, sur le long terme, ça peut poser d'autres problèmes, par exemple en termes d'équilibre vie pro, vie perso, ou en termes juste de burn-out, en fait, qui est un critère assez présent chez les TDAH. J'avais trouvé une statistique où 93% des personnes qui ont un TDAH expérimentent un burn-out à un moment donné de leur vie, par rapport à une trentaine de pourcents chez la population générale. Donc c'est vraiment des... Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai pu observer en rencontrant des gens TDAH au début de mon projet d'entreprise, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont dans la tranche d'âge 35-50 ans, qui justement ont découvert leur TDAH sur le tard, après un burn-out, après un premier diagnostic de dépression qui n'était pas forcément en fait si concluant que ça, et en fait qui ont découvert leur TDAH comme ça après un burn-out et une remise en question professionnelle complète. Ok. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a amené finalement à travailler sur ce projet, sur cette thématique? En fait, l'histoire, elle peut commencer à différents stades, mais en fait, aujourd'hui, le fait que je me spécialise dans le TDAH, c'est déjà parce que moi-même, j'ai un TDAH, que j'ai diagnostiqué aussi sur le tard. Et le fait que moi, j'ai un projet, enfin, j'ai envie de mener un projet entrepreneurial depuis toujours. Et qu'en fait, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un lien entre une problématique que je peux aider à résoudre parce que je l'ai résolu moi-même, un sujet qui m'intéresse et qui me tient à cœur parce que ça me concerne moi personnellement. Et je vois que y a beaucoup de personnes qui ont soit pas accès à des informations qui sont pertinentes sur le sujet parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet, et être accompagné pour pouvoir mener ces projets. Parce qu'en fait, le problème du TDAH, c'est que ça peut être un vrai blocage dans sa vie. C'est le fait de ne pas réussir à faire les choses qu'on veut faire, c'est quand même assez embêtant, sachant qu'on apprend vraiment que dans l'action.
et de savoir qu'il y a des solutions pour pouvoir dépasser ça et pouvoir fonctionner comme on en a envie, parce que moi-même, j'ai réussi à trouver des solutions pour solutionner ça, c'est ça qui m'a amené à accompagner d'autres entrepreneurs et à leur transmettre ce que j'ai pu apprendre sur mon parcours, ce que j'ai pu mettre en place comme stratégie, pour les aider eux aussi à mener à bien leur projet et trouver cette forme d'alignement qui permet, qui permet ensuite de faire des étincelles quoi, dans ces projets. Justement, est-ce que tu dirais qu'il y a quand même une autre face de la pièce, en fait, peut-être des avantages ou en tout cas des choses, des côtés positifs finalement d'un TDAH, parce que tu as parlé d'hyperactivité, avoir beaucoup d'énergie, être très énergique par exemple, est-ce que tu as d'autres exemples, est-ce que tu as d'autres points qui pourraient faire en sorte que, ne pas forcément voir que les aspects hyper négatifs de la chose. Le TDAH, en fait, le TDAH a des aspects positifs. Le problème, c'est que le TDAH empêche de les canaliser. C'est-à-dire que cette énergie créative, cette curiosité naturelle à rechercher de la stimulation, c'est quelque chose qui est très positif. Le problème, c'est que quand c'est pas canalisé ou quand c'est pas focus sur un projet en particulier, en fait, on va dépenser beaucoup d'énergie pour peu d'impact derrière. Et tout l'enjeu, ça va être de justement apprendre à gérer ça pour pouvoir l'orienter là où on veut l'orienter. Un autre avantage du TDAH, notamment dans le cadre entrepreneurial, c'est une faible aversion au risque en fait. C'est le fait d'oser prendre des risques plus que la moyenne, parce que justement ça apporte aussi de la stimulation et que le cerveau d'un TDAH recherche vraiment cette stimulation. Donc dans un contexte entrepreneurial, dans un contexte de recherche d'opportunités, de tests, d'apprentissage, en fait ça va permettre de faire des expériences plus vite, de tester plus vite, de se foirer plus vite aussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et ça fait partie des avantages. Le problème, c'est le moment où justement on voit qu'il y a ces avantages-là, on sent qu'on touche du doigt une voie qu'on aimerait creuser, qu'on aimerait approfondir, mais qu'on se sent bloqué en fait par les pendants négatifs de tous ces aspects-là. Et en fait, le but, c'est vraiment de trouver cet équilibre où on arrive à capitaliser sur les aspects positifs et à compenser les aspects négatifs, ce qui peut tout à fait se faire quand on a justement cet accompagnement un peu tripartite avec l'aspect psychiatre, l'aspect psychothérapie. Pour moi, c'est essentiel de suivre un psychothérapeute. Plus moi, j'ai fait des études de psychologie moi-même, donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et derrière, pourquoi pas se faire coacher, se faire accompagner pour développer ses compétences business, ses compétences entrepreneuriales. Donc toi, c'est ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, de manière générale, découvrirait son TDAH, enfin serait diagnostiqué, c'est d'avoir cet accompagnement tripartite. En fait, aujourd'hui, c'est un vrai sujet en fait, qui va au-delà de la prise en charge du TDAH en tant que trouble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas forcément toujours très bien accompagnés après leur diagnostic. Les psychiatres, ils sont sous l'eau. Déjà, trouver un psychiatre compétent sur le sujet du TDAH adulte, déjà ça, c'est quasiment une licorne à trouver. Se faire accompagner dans la durée et avoir le temps de présenter ses problématiques, en général, en une séance par mois de 30 minutes à 1 heure, c'est aussi un petit peu limité. Et moi, j'ai vraiment réussi à trouver cet équilibre-là et à tirer le meilleur du truc en me faisant accompagner par le psychiatre, en ayant appris des compétences business, en me faisant coacher, et en suivant aussi cet aspect psychothérapeutique avec une thérapeute de confiance qui me permet de travailler sur ces différents aspects. Et à partir du moment où on est bien entouré, surtout en tant que TDAH, où on a besoin de cadre et de motivation externe, vraiment là, on commence à pouvoir décoller assez vite, à débloquer des situations, à pas tourner en rond sur des problématiques. Donc moi, vraiment, aujourd'hui, ce que je conseille, et notamment à des gens, par exemple, qui me contactent et qui se posent la question du TDAH, mais qui ne sont pas diagnostiqués et pas forcément traités, c'est que en parallèle du coaching, ou même en amont du coaching, de vraiment creuser cette piste, parce que ça va aider à solutionner énormément de problématiques qu'un coach ou un psychothérapeute ne pourra pas gérer, et ensuite de se focaliser sur les problématiques restantes et de décupler l'efficacité de où on met les efforts pour solutionner les problèmes. Et une fois qu'on a défini le problème clairement et qu'on s'attaque au vrai problème, ça va super vite et on économise du temps, de l'énergie, de l'argent, et en fait on avance. Et plus on avance, plus on est dans une dynamique positive, et plus ça va. Et plus on bloque, plus on est dans une spirale descendante, et plus c'est difficile d'en sortir. Alors, tu as cité le TDAH adulte. C'est vrai qu'il y a deux spécialités. Enfin, j'imagine donc qu'il y a un TDAH enfant. Quand est-ce qu'il se diagnostique? Si jamais on a un enfant et qu'on pense peut-être, on se pose des questions, c'est quoi la marche à suivre finalement? Quels sont les signes aussi qu'on peut voir chez un enfant?
En fait, le sujet du TDAH, à la base, sûrement les auditeurs se sont posé la question, c'est qu'en fait, c'est souvent, on pense aux enfants. On pense aux enfants hyperactifs, on pense à ce cliché de l'enfant ingérable dans Super Nanny, qui crie partout, qui casse des assiettes, qui griffe tout le monde. Ça, c'est les clichés qui font mal justement au TDAH, parce qu'on peut être un TDAH, ben justement, trouble du déficit de l'attention sans hyperactivité, donc juste inattentif dans la lune. Il y a plein d'enfants qui sont très calmes, très gentils, très sympas, mais dans leur tête, ça part dans tous les sens, ils ont du mal à se concentrer. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité sans hyperactivité. Enfin, c'est là tout le problème des termes qu'on emploie et qui évoluent. Euh, Moi, le sujet du TDAH enfant, c'est moins mon sujet, parce que moi-même, j'ai pas été confronté, mais de ce que j'ai pu lire, souvent c'est quelque chose qui, en fait, ça se remarque assez facilement. C'est-à-dire que les sujets, les petits garçons, notamment TDAH hyperactifs en général, ils passent pas entre les mailles du filet, on les voit. Le problème, c'est le sous-diagnostic des enfants qui sont plutôt inattentifs ou qui peuvent avoir des facilités à côté et réussir à compenser, ce qui a moi été mon cas et on pourra revenir dessus, tout à l'heure. Il y a aussi ce cas des filles qui sont sous-diagnostiquées TDAH parce que pareil, le fait d'être calme dans la lune, un peu inattentif, on ne se pose pas forcément trop de questions. Et on peut trouver aussi, et elles peuvent trouver elles-mêmes des stratégies pour compenser ça. Donc pareil, chez les enfants, c'est comme ce que je disais au début, c'est cette histoire de retentissement. Si on sent que l'enfant se sent en décalage par rapport à ses amis, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan des cours, sur le plan des notes, et qui ressent vraiment de la souffrance par rapport à ça, pourquoi pas en parler avec un professionnel pour creuser ce qui est possible d'explorer en termes de pistes, et pourquoi pas un TDAH. Et toi alors, comment tu as fait pendant ton enfance? Bah moi, pendant mon enfance, enfin moi aujourd'hui j'ai 27 ans, j'ai été diagnostiqué à 26 ans, donc il y a un an maintenant presque. Et en fait, moi, durant mon enfance, ça s'est globalement plutôt bien passé, du moins sur le plan scolaire, ce qui permet d'ailleurs d'éviter pas mal de signaux d'alerte de la part des parents. Quand ça se passe bien au niveau scolaire, on va pas trop se poser de questions. Au primaire, ça se passait très bien. Moi, j'avais été diagnostiqué HPI très tôt, enfin surdoué, on disait à l'époque, parce que je détestais la maternelle. Moi, je voulais lire, écrire, j'avais appris à parler très tôt, je connaissais tous les drapeaux. Et moi, la maternelle, ça me faisait suer. La maternelle, du coup, je sautais la petite section. Moi, je faisais une classe, j'ai sauté la petite section. Bon, c'est pas super sexy, mais c'est toujours ça de prix. Au primaire, ça se passait bien, du CP au CM2. Enfin, je pouvais m'en sortir sans faire beaucoup d'efforts, donc ça allait. Puis on avait un prof, c'était assez cadré. Mais après, quand je suis arrivé au collège, ça a commencé un petit peu à se corser parce qu'il y avait plusieurs profs, plusieurs matières, un peu plus d'exigences, plus de salles, plus d'organisation. Donc, j'arrivais à compenser, mais ça commençait à devenir un petit peu anxiogène sur certains points, mais ça allait. J'ai réussi à tenir le coup jusqu'à la troisième, j'ai passé mon brevet sans trop de soucis, sauf que quand le lycée est arrivé, vraiment là, ça a été le moment où les stratégies du collège, elles tenaient plus du tout. Les exigences étaient plus, surtout que j'étais dans un lycée assez exigeant pour le coup. J'ai découvert que les maths, la physique, chimie, fallait vraiment bosser régulièrement, faire des exercices, réviser ses leçons dans la durée et pas la veille pour le lendemain parce que sinon on se faisait éclater la tronche en DST. Et ça a été dur. Ça a été difficile. Ça a été beaucoup de remises en question parce qu'il y avait du coup ce diagnostic HPI. Je me suis dit, bah, ouais, il y avait bien HPI, rien du tout, quoi, parce que vous avez bien vu que j'ai autant de difficultés de tout le monde, voire plus, donc ça change pas grand-chose. Ça a été le premier échec au niveau du passage en première où j'ai pas été pris en S. Enfin, ça a été beaucoup de remises en question cette période-là. Même socialement, c'était aussi un petit peu difficile sur le plan des amis, du développement de tout ça. Donc, ouais, assez compliqué, mais pareil, j'ai réussi à aller de l'avant, à compenser un petit peu ces difficultés-là, me débarrasser des matières scientifiques qui me saoulaient, et à obtenir mon bac avec une bonne mention, être pris en post-bac, en prépa, etc. Donc pareil, pas trop de sonnette d'alarme finalement, c'est l'histoire du poil dans la main, quoi. Bon, quand tu veux, tu peux, tu vois bien. Bon, ok. Sauf que pareil, post-bac, là c'était le problème du cadre en fait. C'est-à-dire que là on commence à avoir de la liberté, on commence à avoir 18 ans, faire plein de choses. Euh, Moi j'ai jamais su ce que je voulais faire plus tard. Donc moi, m'engager dans une voie sans savoir où ça menait, en n'ayant aucune idée des débouchés, c'était assez flippant pour moi. Donc j'ai fait une année de prépa, j'ai arrêté. Je suis allé en droit, j'ai arrêté. Je fais une double licence philo-psycho, mais à la fin, je me projetais pas non plus dans les jobs, les débouchés, donc j'ai laissé tomber.
J'ai tenté médecine, je sais pas pourquoi, j'avais 24 ans, je tente médecine, je partais pour 10 ans d'études. Je me suis dit, non, mais t'inquiète, ça va bien se passer, ça va passer vite et tout. Non, j'ai pas réussi. Enfin, j'aurais pu soigner vos caries, si vous voulez, j'aurais pu être dentiste, mais je voulais médecine, donc je suis parti. Et je suis retourné en master de philo. Enfin bref, j'ai fait plein de choses avant de découvrir l'entrepreneuriat. Et ça, pareil, c'était en vrai, c'était un peu source de souffrance parce que je me sentais en décalage avec les autres qui, eux, bah, avaient leur voie, avaient un débouché professionnel, commençaient à avoir leur premier job aussi à partir de 24-25 ans. Moi, je dis, ah, bah, ok, mais moi, qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. L'université, c'était très difficile parce que là, le cadre, il est quasiment zéro, quoi. Donc, c'était partiel, dernière minute. Mes 3 années de licence, je les ai passées au rattrapage parce que les oraux de philosophie étaient à l'oral et je m'en sortais beaucoup mieux à l'oral qu'à l'écrit. Enfin, il y avait moins de travail à faire, donc j'ai réussi à passer entre les mailles comme ça. Mais moi, j'avais envie de plus, quoi. Moi, j'avais envie de. Enfin, c'était des sujets qui me passionnaient. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à travailler dessus de manière autonome chez moi, pourquoi j'étais tenté de tout faire sauf travailler sur les choses importantes, à procrastiner, etc. Mais voilà, j'avais pas trop de pistes d'explication, hormis, ben voilà, c'est un peu la flemme, je suis comme ça, il faut que j'accepte, quoi. Jusqu'au jour où je découvre l'entrepreneuriat. Hmm. Et je lance mon projet entrepreneurial. Et là, deux choses que j'ai adorées. La première, c'est le fait d'être libre dans la manière de mener son projet, de pouvoir avoir des idées, de pouvoir les tester tout de suite, de pouvoir être en relation avec d'autres gens, que ce soit des clients, des prestataires. Il y a beaucoup de rencontres. Ça aussi, c'est très stimulant. Et il y a cet aspect où en fait il faut apprendre plein de choses quand on a sa boîte, que ce soit notre cœur de métier, du marketing, du business, de la vente, de l'organisation personnelle, du recrutement, du management, toutes ces choses-là. Et ça, j'ai adoré. Moi, ma première boîte, c'était une agence web que j'ai lancée avec ma copine à l'époque, qu'on a cofondé tous les deux. C'était en période Covid de 2020, donc nous, c'est artisans commerçants de la Côte d'Azur, donc il y avait une demande. En plus, nous, on avait prospecté en face à face pour vraiment les rencontrer, voir leurs problèmes, montrer nos têtes, ce qui nous différenciait pas mal du reste des agences ou quoi, qui étaient plus. Enfin, on les voyait pas en vrai, quoi, c'était un peu désincarné. Ce qui fait qu'on a généré du chiffre d'affaires la première année. J'ai décidé de recruter des alternants, des stagiaires, enfin vraiment l'image de l'agence telle qu'on doit la construire, quoi. Sauf que bien sûr, il y a plein d'autres aspects qui ont été mal managés en termes d'offres, en termes de gestion du cash, en termes de plein de choses qui ont mené un an plus tard au fait que la boîte part en liquidation. Coup dur, mais beaucoup d'apprentissage notamment sur moi, euh, la manière dont je prends des décisions, la manière dont des fois je suis un petit peu impulsif ou euphorique dans ma manière de faire des choix business, qui peut être dangereux du coup. J'ai appris à me méfier de moi-même quand je suis en euphorie. Quand je me dis, oula, ça c'est une super bonne idée, go, j'ai le feeling, machin. En fait, c'est plus dans ces moments-là qu'on est dangereux que quand on doute, parce qu'on peut prendre des décisions qui peuvent vraiment foutre en l'air une boîte. Après, j'ai beaucoup appris sur le business, sur le management, etc. Donc ça, c'est des compétences que j'ai acquises et qui m'ont permis de retrouver un job pendant un an, de trouver une alternance qui m'a permis de me refaire une santé déjà financière, de stabiliser ma manière de travailler. Et, et malgré ça, en ayant trouvé ce job, qui était super avec une boîte de formation en management où ils sont juste deux cofondateurs qui bossent en full remote, la boîte est rentable, donc il n'y a pas forcément de pression monstre en termes de résultats, où moi j'étais sur des tâches d'écriture, de création de contenu, sur des sujets de management, de psychologie, de choses comme ça qui me tiennent à cœur, en remote, avec une super bonne entente avec mon manager. Et malgré ça, une fois que tout était réglé, c'était bien payé aussi, et ben j'arrivais quand même pas. Je continuais de procrastiner, je continuais de pas réussir à m'organiser bien. Et, et, et en fait, un des problèmes, c'était justement cette absence de pression externe, de fouet, en fait. Le fait que j'étais livré à moi-même, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je pouvais m'organiser, je pouvais gérer mes deadlines. Euh, Bah, ça faisait que des fois, bah, voilà, je procrastinais des tâches qui devaient être faites, j'étais un peu en dilettante et je me sentais mal par rapport à ça parce que déjà, bah, moi j'avais envie de tirer le maximum de cette opportunité-là, d'apprendre un maximum. Et, et pareil, toujours cette histoire de décalage entre ce que j'aimerais faire et en fait ce que mon quotidien, enfin ce à quoi ressemblent mes journées, euh, me permet de faire. Et c'est ça qui a commencé vraiment à me faire creuser la piste du TDAH. J'avais découvert l'existence du TDAH quelques mois plus tôt, enfin
le TDAH, je savais que ça existait, comme je parlais tout à l'heure, c'est cliché, etc. Donc je me dis, bon, ça c'est pas du tout pour moi, ou c'est une mode où tout le monde se reconnaît, mais ça change pas grand-chose. Et j'avais écouté un TED Talk de How to ADHD, enfin Jessica McCabe, qui a la Ouais, j'aime chaîne bien How sa to chaîne. ADHD. Et je me suis énormément reconnu dans son Mhm. histoire. Euh, Avoir des facilités petites, être dans la lune, difficultés sociales. Mhm. Et le moment où elle a décrit justement son diagnostic, l'obstention du traitement, l'effet que ça a eu sur elle, je me suis dit, mais wow, en fait, c'est super impressionnant et je me reconnais vraiment dans son histoire, dans son errance, dans sa vingtaine, etc. Ça a planté une graine qui n'a pas germé tout de suite. Le diagnostic s'est fait en décembre et ça, je l'ai découvert en mars, donc ça a quand même mis du temps. Mais quand les difficultés ont émergé à nouveau dans mon nouveau job, à partir de octobre-novembre, c'est là que cette piste m'est revenue en tête et que je me suis dit, ouais, en fait, faut que j'en ai le cœur net. Comment j'en ai le cœur net? Je contacte un professionnel et je vois ce qu'il me dit en fait. Et c'est là que j'ai entamé le parcours diagnostic qui s'est révélé vrai, le diagnostic du TDAH, l'obtention du traitement notamment. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé avec toutes les choses que j'avais mises en place à côté à, dans un premier temps, gérer mon job, ce qui était déjà pas mal, et dans un second temps, me sentir en confiance pour réfléchir à nouveau à un projet entrepreneurial, démarrer un accompagnement, me mettre en mouvement à partir d'avril dernier. Et depuis avril, en fait, ça avance à une vitesse folle. Quoi. Entre avril et juin, j'ai affiné offre et cible. En juillet, j'avais ma cible. Juillet, août, j'ai peaufiné mon offre, préparé ma stratégie de contenu. Septembre-octobre, j'ai lancé la stratégie de contenu. Et là, je regardais les stats ce matin en un an de contenu. Donc, j'ai vraiment commencé à partir de septembre, mais je postais un petit peu par-ci par-là à l'occasion avant. Et là, je suis déjà à un quart de million de vues, rien que sur Mhm. quasiment le mois et demi que j'ai commencé à poster sur ces sujets-là. Donc, je vois qu'il y a une traction. Je vois que c'est un sujet qui intrigue les gens se posent des questions. Ça donne aussi des pistes de solutions concrètes pour gérer des problématiques que souvent on attribue à sa propre motivation, sa propre volonté ou sa propre personnalité. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, ça a beaucoup de sens pour moi de à la fois partager mon expérience, poncer à fond le sujet, parce que du coup, un sujet qui m'intéresse, ben vraiment, je vais à fond dedans, et pouvoir aider d'autres personnes en les aidant avec quelqu'un qui comprend leur challenge et a réussi à mettre en place des choses qui marchent pour lui et qui marchent pour les autres. Donc vraiment, là, c'est l'alignement est super agréable en fait de ce que je fais, ce que je suis, les gens que j'attire et ma manière de produire du contenu où moi j'adore écrire en fait et ça marche très bien pour moi. D'ailleurs c'est un vrai challenge aujourd'hui pour moi de faire un podcast parce que je suis pas forcément un orateur né, moi j'aime beaucoup écrire mais je sais que ça me fait aussi très plaisir de pouvoir transmettre un maximum de choses par le biais des contenus quels qu'ils soient, podcasts, vidéos, newsletters, articles, post LinkedIn. Et justement, quel retour tu as eu par rapport à la création de contenu, par rapport aussi à l'atelier? Je t'ai vu pas mal échanger avec les gens qui Mhm. étaient là à la convention. Quel retour tu as eu? À quel point ça les touche? Et après, peut-être une question après qu'on pourra aborder, c'est est-ce que tu vois un lien par rapport aux thématiques que nous on aborde chez Cameo, par rapport à la multipotentialité, les profils atypiques en général? Mhm. Euh, sur le premier point, euh, tu m'as perdu avec les deux questions. Rappelle-moi la première. Alors, la première, c'est quel retour tu as eu quand tu as fait le. Mhm. Alors, non seulement dans ta création de contenu, parce que c'est vrai que tu as une vraie régularité sur LinkedIn, Mhm. notamment, et par rapport aussi à ta newsletter, mais aussi par rapport à l'atelier que tu as fait en physique. Mhm. Tu m'as dit que Mhm. c'était un challenge pour Ouais. toi à ce moment-là. Il y a des gens, tu as beaucoup échangé avec ces personnes-là. Quel retour, quelle discussion tu as eu? Mhm. Bah, au niveau des retours, déjà de la création de contenu, euh, ce qui est super, c'est qu'en fait, j'imaginais les choses dans ma tête, à quoi elles ressembleraient une fois que je lance la stratégie de contenu. Je voyais ce que je voulais créer avec la création de contenu et le fait de parler de ces sujets-là. Et ce qui était marrant, c'est que le jour où, début septembre, j'ai fait mon premier post qui est vraiment bien parti, où je parlais de moi et du rapport au traitement médicamenteux pour le TDAH, qui est souvent un sujet un peu tabou, stigmatisé. Enfin, même pour moi, au début, je faisais pas le malin, quoi, ça m'inquiétait un petit peu. J'ai eu plein de messages privés de personnes qui m'ont envoyé des messages en disant ah, bah, tiens, c'est intéressant ce que tu dis. Je me pose des questions sur le TDAH ou j'ai un TDAH et je me pose des questions sur la médication. Est-ce que tu peux me donner par exemple un professionnel ou des ressources pour aller plus loin?
Et je voyais l'effet que ça avait, où en fait les gens ont parlé d'un sujet qui était en fait tabou, pas abordé frontalement. Et le fait de le mettre sur le devant de la scène, ça permettait en fait de libérer la parole, de créer des échanges, de montrer que c'est pas une fatalité aussi et qu'on peut très bien s'en sortir malgré ça. Et en fait, l'impact a. Enfin là, je le vois à 1 mois et demi quand je commence à faire des appels de découverte avec des gens. C'est qu'en fait, moi, les gens, je les connais pas, mais eux me connaissent via les contenus. Ce qui fait qu'ils citent des choses que j'ai écrites, des éléments dans lesquels ils se sont reconnus, des choses qui ont résonné en eux. Et ça, c'est super puissant en fait, parce qu'ils ont un aperçu de ce que je pense, des compétences que j'ai pu développer, des sujets que j'ai pu creuser. Et ça crée vraiment une relation différente, ça crée vraiment une différenciation aussi par rapport au marché du coaching où enfin, il y a quand même beaucoup de personnes sur ce milieu-là et c'est difficile des fois de différencier qui peut le mieux nous aider. Et de parler de ces particularités-là, de neuroatypisme, de TDAH, ben, ça aide à attirer aussi des gens qui se reconnaissent en notre fonctionnement et qui ont confiance en le fait que nos solutions sont adaptées à eux malgré les choses qu'ils ont essayées avant. Donc ça, c'est une première chose. Et en fait, ce qui a été super, c'est que 1 mois après le début de ma stratégie de contenu, tu m'as invité par le hasard des choses qui a été magnifiquement fait à intervenir sur le Si tu sujet de veux en parler, parce que l'organisation. c'est rigolo aussi, c'est vrai que c'est. Bah, l'anecdote est sympa. L'anecdote est sympa. J'ai un ami qui suit ce que vous faites. Et il sait que moi je suis sur ce sujet de neuroatypie, TDAH. Donc quand il voit des trucs passer sur Cameo, à chaque fois il me les envoie. Je fais oui, je le connais, Julien, c'est super ce qu'il fait, on s'est déjà rencontrés, machin. Et là il m'a envoyé le flyer de la convention, qui était l'événement présentiel que vous organisiez sur ce sujet de multipotentialité, slasher, neuroatypie. Et moi je t'envoie un message, je dis ah ouais, trop cool, vous faites la convention, comment on fait pour s'inscrire? Tu m'envoies le site web, je regarde le site web, et dessus, tu décrivais les différents intervenants des ateliers. Et sur la partie organisation personnelle, il y avait un des 3 cubes avec un gros point d'interrogation en mode il nous manque un speaker, mais on va le trouver rapidement. Je t'envoie un message. Écoute, organisation personnelle, c'est mon sujet. Neuroatypie, c'est mon sujet. Si tu veux, je peux intervenir. Et tu m'as dit, bah écoute, go. C'est parti. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à animer un atelier sur comment créer un second cerveau, qui est du coup le cœur de mon accompagnement. Et en fait, c'était génial parce que c'était à une époque où justement j'avais déjà commencé un petit peu à tester mon offre, à faire mes premiers accompagnements, à faire mes premiers contenus. Donc j'ai pu tester auprès de vrais gens en présentiel ce que j'avais à transmettre sur ce sujet-là. Et en fait, les gens sont super réceptifs parce que déjà, la question de l'organisation, de la gestion de l'information, de la gestion du temps, ben, c'est un vrai point de douleur au quotidien, souvent le point de douleur principal. Qu'est-ce que je fais? Comment je priorise? Comment j'arrive à avancer sur mes projets? Comment j'arrive à mettre en place un système d'organisation en lequel j'ai confiance et qui me permet vraiment d'avancer sereinement, parce que quand on est à son compte, bah, on a plein de choses auxquelles penser, et des fois la charge mentale, bah, ça peut être un petit peu lourd à gérer, ou ça peut nous prendre carrément toutes les heures éveillées de notre vie. Et aussi bien sur le sujet du second cerveau que sur le sujet du TDAH d'ailleurs, qui est aussi un sujet qui intrigue, quoi, parce qu'on commence de plus en plus à en parler, à avoir une vision de plus en plus, on comprend en fait de plus en plus en quoi consiste le trouble, l'impact que ça peut avoir. Il y a de plus en plus d'études, de professionnels qui se pensent sur le sujet, qui se spécialisent là-dedans. Et en discutant avec les gens, en fait, l'atelier était difficile à mener dans le sens où j'ai dû condenser en 45 minutes ce qui met en général 3-4 heures à transmettre en accompagnement. Donc ça a été un vrai choix aussi de choisir ce sur quoi je me focus. Mais le peu enfin, les quelques éléments clés que j'ai pu transmettre, j'ai vu que vraiment ça, ça résonnait. On me posait des questions très pertinentes, on me partageait des difficultés qui étaient justement exactement des difficultés que j'arrive à surmonter avec mon système, comme par exemple le fait de consommer plein de contenu, de capturer plein d'idées mais de jamais revenir dessus ou de les laisser dépérir dans Apple Notes ou des post-it partout sur son bureau. Et de me dire, ok, en fait, il y a un vrai enjeu à la fois d'apprendre aux gens à mieux s'organiser sans avoir un système rigide ou inadapté à notre fonctionnement et d'accepter en fait le fait que le cerveau papillonne. Et en plus de rajouter une brique où je sensibilise au TDAH, je parle de ce sujet-là et je dis que en fait ça vaut le coup d'explorer ça parce qu'il existe aussi du coup des solutions en parallèle du coaching, de l'accompagnement ou même des psychothérapies qui permettent de vraiment gérer les problèmes de procrastination, de gestion du temps,
de, même de gestion des émotions. Euh, et donc d'avoir des retours en live des gens, ça m'a vraiment à la fois éclairé et inspiré en fait, en me disant bah ok, ça résonne, c'est le bon créneau, continue, reste motivé. Parce Hmm. qu'en fait, l'enjeu pour moi, c'est aussi de trouver ce créneau et de rester régulier. Ça, c'est mon plus grand danger sur lequel je travaille constamment d'ailleurs. Hmm. Mais il faut savoir que, enfin, moi j'y vois clairement un lien par rapport évidemment aux thématiques qu'on aborde. Après, le mot qu'on emploie pour nous chez Cameo, c'est important de pouvoir poser un mot parce que souvent ça va t'aider par rapport à un vécu de plusieurs dizaines d'années peut-être où tu te sentais complètement incapable de temps Mhm. en temps. Ouais, Moi, ou ce que tu as déphasé décrit, par rapport aux autres. déphasé quoi, ce que tu as décrit par rapport à ton parcours euh, à l'école, j'aurais pu te sortir exactement le même. Je pense qu'on a eu très proche avec des facilités jusqu'au collège et puis après au lycée, tout d'un coup, quand on devient très spécialisé. Moi, j'ai Mhm. pu faire S, mais honnêtement, mes facilités ne suffisaient plus. Il y avait des choses, il y avait plus de travail et puis ça a été très difficile. Mais en tout cas, pendant cette convention, il y a Lauriane qui était là et qui a fait une conférence, qui a fait la conférence sur l'organisation et qui elle aussi a un TDAH et qui pourrait très bien en parler. D'ailleurs, je sais qu'elle est impatiente de pouvoir écouter cet épisode avec nous et je pense qu'elle pourra justement aussi approfondir la discussion par le biais des newsletters, tout ça. Mais voilà, toi, quel lien tu fais par rapport à ces thématiques-là, par rapport à la multipotentialité, au slashing, etc. Est-ce que tu vois un lien clair? Tu parlais tout à l'heure aussi du fait que tu as été diagnostiqué HPI. Est-ce que toi, tu y vois un lien ou pas du tout? C'est des choses complètement différentes? En fait, c'est un gros enjeu, justement, les mots qu'on emploie pour décrire des phénomènes qui sont en fait assez complexes, assez singuliers pour chacun. Et en fait, c'est vrai que, par exemple, ce que toi tu fais avec Cameo, c'est génial parce que le fait de justement mettre un mot sur des choses qui paraissent très singulières, très personnelles et que d'autres personnes ne peuvent pas forcément comprendre, ça aide beaucoup à prendre le contrôle un petit peu sur ce qui se Hmm. passe et se dire, bah ok, il se passe ça, je comprends en quoi ça consiste, d'autres personnes traversent ça et voici les solutions qui existent. Moi, j'ai choisi de me spécialiser sur l'aspect TDAH. C'est une bonne question en fait. Euh, En fait, moi, il y a un aspect du multipotentiel slasher. En fait, il y a plein d'aspects dans lesquels je me reconnais. Hmm. Il y a un aspect sur lequel moi je me reconnais pas, c'est le fait de divaguer sur plein de sujets différents en fait. Hmm. Parce qu'en fait, même si je vais dans tous les sens, si je prends les 10 dernières années, là, depuis que j'ai 17 ans, j'ai exploré plein de sujets différents, mais en fait, le cœur est toujours le même. C'est comprendre qui je suis, résoudre l'énigme de pourquoi je suis aussi bizarre, creuser la psycho, creuser la philo, les grands questionnements existentiels. Et ensuite, il y a plein de sous-branches qu'on peut aller explorer, mais tout sert ce grand questionnement sur pourquoi. Enfin, pourquoi moi, pourquoi je suis comme ça. Et après, de comprendre bah, pourquoi les autres sont comme ça et d'aller de fil en aiguille. Donc, il n'y a pas un jour où je m'intéresse à je sais pas, moi je suis passionné sur le café, puis l'autre de jardinage, puis l'autre de. euh, je suis assez stable là-dedans. Moi, mon gros problème, c'était le passage à l'action, Hmm. en fait. Et le jour où j'ai justement découvert que le TDAH expliquait cette problématique de passage à l'action, c'est ça qui m'a aidé plus que le fait de réussir à recentrer. Mais je sais qu'il y a des personnes. Enfin, en fait, il y a des personnes qui gèrent justement cette appétence pour différents sujets, cette curiosité un petit peu insatiable de différentes manières. Il y en a qui justement vont lancer plein de projets différents parce que ça les stimule, ça leur permet de- de- d'explorer différentes facettes aussi de leur personnalité, de différentes compétences, qu'elles soient manuelles, intellectuelles. Mais en tout cas, moi, je vois clairement un lien, c'est-à-dire que moi, parmi les multipotentiels slashers, pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont TDAH et je l'ai vu à la convention. Hmm, bien sûr, Beaucoup de gens qui me le je suis partageaient d'accord avec toi. quand j'en parlais. Et inversement, parmi les TDAH, il y a beaucoup de multipotentiels slashers, Hmm. mais, euh, mais pas que. Hmm. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est intéressant de parler de ce sujet-là en fait dans les deux sens, Hmm. de dire bah, d'un côté, si tu pars dans tous les sens, ça peut s'expliquer par un TDAH et du coup il y a des solutions auxquelles tu n'as pas forcément pensé. Et si tu as un TDAH, en fait peut-être que ce que tu fais en entreprise correspond pas exactement à tes aspirations et peut-être que développer des compétences entrepreneuriales et poursuivre un projet à toi, Hmm. ça peut être quelque chose qui t'aide justement à retrouver cet alignement et arrêter d'être
d'être tiraillé entre des demandes externes et un manque de sens enfin, ça aussi, ça peut faire énormément souffrir. Et avec le HPI? Moi, pour moi, le HPI, mon opinion là-dessus, c'est que c'est un non-problème, dans le sens où dans les années 2010, enfin 2000-2010, il y a eu énormément d'ouvrages sur enfin, le trop intelligent pour être heureux et plein d'autres qui dépeignaient le HPI justement sous un jour un peu négatif en disant que c'était justement à la source de pas mal de problématiques. Aujourd'hui, on sait que le HPI en fait peut compenser énormément d'autres troubles sous-jacents et que c'est ça en fait cette consommation d'énergie et le fait de devoir gérer en permanence des choses qui créent les problématiques. Le HPI, ça va être quelque chose qui juste permet soit de percuter des choses plus vite, sur des choses qui peuvent être plus ou moins bêtes. Par exemple, je sais pas moi, bon, je suis très bon calcul mental. Je peux très vite faire des opérations mentales. Alors, je veux dire, c'est pas forcément un énorme avantage dans la vie. Ça a juste quelques avantages, pas moi, un appel de vente quand il faut faire un pourcentage rapide ou vérifier qu'on se fait pas arnaquer par quelqu'un qui fait un calcul devant nous. Voilà, je peux faire le calcul. Ça peut être résoudre des problèmes plus rapidement. Moi, je sais que j'adore la résolution de problèmes, donc on peut trouver des solutions plus créatives plus vite. Mais c'est juste ça. Et en soi, le fait d'avoir des facilités, ce haut potentiel intellectuel, comme le mot l'indique, c'est un haut potentiel intellectuel. Et tout est dans le mot potentiel, en fait. C'est, ok, il y a un potentiel, mais il va falloir travailler pour pouvoir le développer à la hauteur de ses capacités. Et surtout, gérer les bâtons dans les roues qu'on a, sans forcément le savoir, si on reste trop focus sur cet aspect-là. Donc moi, c'est mon point de vue que j'ai là-dessus, qui n'est pas forcément rejoint par toutes les personnes qui parlent de HPI, mais en tout cas, pareil, c'est un sujet que j'ai beaucoup exploré cet été parce que je savais que le TDAH, il allait aussi être mêlé au HPI et que moi aussi j'ai cette facette HPI. Et de ce que j'ai pu lire aujourd'hui dans l'état actuel de la science, c'est que le HPI, c'est pas forcément un problème. C'est plus un bonus qu'autre chose. Après, moi, j'aime bien cette approche, souvent qu'on retrouve aux États-Unis, sur le fait que c'est situé sur un spectre, autant le TDAH que l'autisme, etc., et toutes ces thématiques. Parce que finalement, ça évite de coller une étiquette, tu vois, finale sur quelqu'un en disant tu es ci, tu es ça, Oui, non. oui, non, etc. Ce que souvent les HPI, puisque tu as un score minimum pour être appelé HPI, ont tendance à faire. Moi, par rapport à toutes ces questions de noms, d'appellation, multipotentialité, etc., zèbre, etc., c'est vrai que pour moi, c'est un débat qui m'attriste un peu parce que finalement, on perd du temps à essayer de chercher le terme parfait et à finalement essayer de recoller une étiquette aux gens. Alors que finalement, le but, c'est quoi? C'est que les gens arrivent à trouver, à mettre peut-être des mots sur un vécu, pas un seul mot, mais parce que c'est toujours beaucoup plus complexe que simplement un seul mot, une seule appellation, mais plusieurs mots sur des choses qu'ils ont vécues pour pouvoir après aller chercher peut-être des outils, des moyens de fonctionner, des moyens de peut-être aller chercher de l'aide, comme tu disais, que ce soit de l'aide psy, de l'aide du coaching ou des ressources sur Internet, etc. Mais voilà, donc finalement, cette petite guéguerre qu'il peut y avoir avec les termes, surtout que c'est beaucoup aussi des sujets dans lesquels il y a énormément beaucoup de recherches et dont on a énormément à découvrir encore, finalement. Arriver avec ok, moi j'ai la solution, ça doit s'appeler comme ça et pas autrement, et c'est moi qui ai la paternité du mot et vous n'avez pas le droit de l'utiliser, vous pouvez travailler sur la question et pas vous, etc. Pour moi c'est un petit peu dommage parce que finalement à côté de ça il y a des gens qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide et qui ont besoin finalement de mettre des mots et de comprendre que tout ça c'est uniquement pour découvrir un fonctionnement, mais ça te définit pas dans ton intégralité. Bah, c'est le risque avec les étiquettes en fait. C'est ça. Moi je pense que le risque, c'est de prendre l'étiquette pour une fin, alors qu'en fait c'est un moyen. En fait, l'étiquette, le but c'est pas de dire ah ben voilà l'étiquette qui me décrit et je me connais enfin moi-même. C'est l'étiquette va permettre de se connaître à l'instant T, de faire sens de son histoire et de plus se sentir seul dans son histoire, mais de pouvoir se dire ok à quoi j'aspire et comment je peux y aller de la manière la plus alignée maintenant pardon, que je connais mes forces et maintenant que je connais mes faiblesses. Et prendre l'étiquette comme un refuge ou une excuse ou une justification à tout, pour moi, c'est un travers et c'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est le après. Ok, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est une vraie question vertigineuse parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Ça nécessite de prendre ses responsabilités, ça nécessite de travailler aussi parce que nécessairement, c'est le principe de la vie, quoi. On aspire à quelque chose et il faut le construire et ça nécessite
d'allouer ses efforts quelque part, qui a du sens, prendre le risque d'échouer, prendre le risque de sortir de sa zone de confort. Et, euh, et ouais, c'est un vaste sujet. Un vaste sujet. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec le TDAH, où justement, je parle du TDAH avec cette étiquette-là, parce que non seulement c'est beaucoup plus simple à comprendre et les gens arrivent à... Enfin, c'est une étiquette qui est établie et que les Mhm. gens connaissent. Mais derrière, moi, je dis, mais en fait, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut avancer malgré ça? Et sachant que c'est possible, bah, en fait, pour moi, le TDAH, une fois qu'il est bien connu, pris en charge et qu'on est bien accompagné, en fait, c'est comme le HPI, ça devient un non-problème parce qu'on arrive à le gérer, on arrive à le canaliser et on arrive à profiter des forces tout en gérant les faiblesses. Petite interlude dans cette vidéo. Vous connaissez sans doute la chanson, on ne serait pas des vrais youtubeurs si on ne vous demandait pas ça. Eh bien, tout simplement d'aller toquer chez votre voisine pour lui dire de venir regarder cette vidéo extraordinaire avec vous. Et si vous avez la flemme, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne, liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. Allez, je vous laisse avec la suite de l'interview. Parce que tout à l'heure, justement, tu me parlais du fait que bon, tu ne te reconnaissais pas forcément dans le terme multipotentiel, etc. Soit, mais finalement, ce que j'ai entendu, dis-moi si je me trompe, c'est que finalement, tu connais ton fil rouge. Tu connais que les sujets à laquelle tu t'intéresses répondent toujours à la question d'une recherche sur toi-même. Pourquoi tu fonctionnes comme ça? Et c'est aussi peut-être pour ça que tu t'es lancé dans ça. Parce que pour toi, tu as à cœur de mieux te comprendre pour pouvoir vraiment mieux le vivre et exprimer ton potentiel. Et c'est peut-être ça que tu as envie d'apporter aussi aux autres. Mhm. Bah, c'est surtout qu'en apprenant à me connaître sur ce point-là, c'est-à-dire qu'en apprenant à connaître en quoi moi, comment le TDAH se manifestait chez moi, euh, moi il y a quand même un gros critère qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ça, euh, sans que ça m'alarme particulièrement, c'était que moi j'ai réussi à le gérer à partir de mes 18 ans en testant le cannabis. Et moi quand j'ai testé le cannabis, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à soulager mon anxiété, à enlever ce brouillard, ces pensées qui vont dans tous les sens et de me dire ah ouais, en fait ok, c'est possible d'être dans cet état où genre juste je suis bien. Le problème avec ces choses-là, c'est que du coup ça peut devenir une habitude qu'on apprend à gérer, mais moi, ça a quand même fait partie intégrante de ma vie quasi quotidiennement pendant de mes 19 à mes 26 ans. Et au bout d'un moment, quand les effets négatifs sont supérieurs aux effets positifs, on se pose des questions parce que du coup, on n'a plus vraiment de solution pour décompresser. Moi, je sais que mes journées étaient assez stressantes quand j'avais lancé mon projet entrepreneurial. Et c'était une nécessité pour moi le soir de pouvoir me détendre en fumant parce que sinon, mon cerveau ne s'arrêtait jamais. Et quand j'ai commencé mon job en septembre dernier, dont les questionnements m'ont poussé au diagnostic, c'était aussi parce qu'à un moment donné, pendant une dizaine de jours, j'avais pas fumé parce que, pour X raison, j'étais tombé malade, etc. Donc voilà. Et au bout de 10 jours, mon cerveau allait exploser. C'est-à-dire que vraiment, ça partait dans tous les sens. Je pouvais plus écrire, je pouvais plus rien faire, je faisais que procrastiner, je jouais aux jeux vidéo, enfin, ça allait plus du tout. Et à partir du moment où j'ai refumé après ça et que j'ai vu à quel point ça me posait, je me dis, ouais, mais en fait, il y a un vrai sujet là-dessus. Et ça m'a fait penser à ce TED Talk que j'avais vu de Jessica McCabe, où quand elle décrit la première fois qu'elle prend la médication, elle a décrit exactement le même effet, de mettre des lunettes et d'arrêter de plisser les yeux et de souffrir pour juste voir clair. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a un vrai sujet à creuser. Il y a un vrai sujet à creuser. Et moi, justement, j'ai recherché ce diagnostic de TDAH pas parce que j'étais attiré par l'étiquette, en soi, moi, c'était un non-souci. C'était que je voulais comprendre pourquoi j'étais attiré par ces comportements dopaminergiques-là, que ce soit fumer, que ce soit jouer aux jeux vidéo, que ce soit manger, que ce soit boire de l'alcool, fumer des clopes, faire des choses comme ça. Et de me dire, mais en fait, il y a un traitement qui existe, qui arrive à stabiliser les niveaux de dopamine du cerveau, parce que quand on a un TDAH, on a des niveaux plus bas, et donc du coup, on recherche de la stimulation pour se normaliser les niveaux et pouvoir fonctionner normalement. J'ai dit, bon, ok, j'ai rien à perdre à creuser cette piste-là. Et j'en ai parlé à un professionnel. Et en fait, mon hypothèse s'est révélée juste, parce qu'à partir du moment où j'ai eu le traitement, non seulement j'ai pu fonctionner normalement, j'ai juste totalement arrêté enfin, j'ai pu contrôler toutes mes activités dopaminergiques à côté. J'ai arrêté de fumer, j'ai plus besoin de café, plus besoin de clopes. J'ai régulé mon rapport à la nourriture. Je joue beaucoup moins aux jeux vidéo. Enfin, j'y joue de manière contrôlée et pas compulsive. Et je me suis dit, ok, c'était la pièce du puzzle qui me manquait, quoi. Voilà, la pièce du puzzle qui me manquait parce que j'avais cet objectif de projet entrepreneurial. Je savais que je voulais porter un projet à moi qui soit vraiment l'expression de mes idées et de ma vision
des choses. Et je me sentais bloqué par rapport à ça. Et je savais que le cannabis, par exemple, faisait partie des éléments bloquants. Mais j'avais aucune idée de comment le gérer parce qu'en fait, il y avait juste pas d'alternative. Donc, on se retrouve un petit peu dans, dans un serpent qui se mord la queue. Et quand j'ai senti que je pouvais avancer vers ce projet entrepreneurial et que j'ai vu que la médication faisait son effet, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, c'est comme s'il y avait une montagne à gravir devant soi, que c'était un trail super compliqué, qu'on voyait les gens qui avançaient normalement, qu'ils étaient en forme, alors que nous, on galérait. Et en fait, pour la première fois, on se rend compte qu'il existe un super truc qui s'appelle des baskets, qui permet d'avancer normalement et d'arrêter d'avoir les pieds en sang, parce qu'en fait, c'est pas normal d'avoir les pieds en sang. Et pour la première fois, on se dit, ah ok, en fait, on peut avancer normalement. Alors, il y a toujours la montagne à gravir, ça peut être sympa de se faire accompagner, mais au moins, j'arrête d'avoir les pieds en sang. Et moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est j'arrête de devoir souffrir pour fonctionner, et je peux fonctionner normalement et faire face au challenge quotidien de l'entrepreneuriat sans que ça me vide de mon énergie, sans que le moindre call, sans que le moindre imprévu puisse me bousiller ma journée. Et ça, mis bout à bout depuis avril, ça fait que là, j'ai plus avancé en 6 mois de projet que quand j'ai fait 1 an et demi d'entrepreneuriat il y a 3 ans. Et c'est la vision que j'essaye de transmettre aux gens, c'est que ça fait partie des pistes à explorer. La médication n'est pas un truc miracle, parce qu'à côté, j'avais mis en place plein de stratégies pour pouvoir aussi gérer, donc ça a été le catalyseur. Mais derrière, pour moi, c'est une vraie piste à explorer. Et parmi mes contenus sur LinkedIn, moi, une thématique qui me tient vraiment à cœur, c'est de réussir à déstigmatiser le rapport à la médication. Parce que déjà, c'est un truc qui est ultra tabou et pas très sexy, quoi, de prendre des médicaments. Enfin, voilà. Et de l'autre, c'est quelque chose qui peut vraiment changer des vies. Et moi, en discutant avec d'autres TDAH qui aussi ont obtenu le traitement, enfin, faut le voir pour le croire, quoi. Les effets bénéfiques que ça a sur la gestion des émotions, sur la concentration, sur le fait de contrôler, juste de contrôler un minimum ce qui se passe. Et ça fait partie des messages que j'essaie de faire passer et qui pour moi sont essentiels parce que dans tous les cas, on cherche des manières de stimuler notre dopamine. Et à l'heure actuelle, pour le TDAH, il y a pas plus efficace. Peu importe ce qu'en disent les gens, les études le montrent, c'est le traitement de première intention chez les adultes, mais pas seul. C'est ça la nuance que les gens comprennent pas. Quand ils pensent que tout le monde doit être médiqué et qu'en fait, il faut juste mettre les gens sous médication, ça résout tout, ça résout rien. Ça te donne une paire de baskets. Après, il va falloir continuer de gravir la montagne et de pas tomber dans le ravin et de pouvoir se reposer, etc. Donc ça, pour moi, c'est un enjeu crucial. Et aujourd'hui, en France, on est au stade 0 de la sensibilisation là-dessus. Donc du coup, j'assume le positionnement, j'en parle publiquement. Et il m'a fallu du temps avant de l'assumer, même en famille ou avec des amis, de parler de ça. Voilà, on s'en passe, on n'en parle pas, quoi. Et maintenant, je me dis non, il y a trop de gens qui souffrent parce que justement, ils n'assument pas ce versant-là. Et moi, j'ai pu y avoir accès car quelqu'un en a parlé. Et je le vois sur LinkedIn, en fait, quand j'en parle, les gens sont pas du tout réticents, les gens sont pas du tout méchants, au contraire, ils trouvent ça intéressant et ils sont contents que quelqu'un parle de ce sujet-là parce qu'en fait, il y a aussi plein de gens qui ont ce traitement-là et qui en parlent juste jamais ou qui se sentent seuls ou bizarres de devoir fonctionner avec ça alors qu'il n'y a aucune honte. Tant que tu as ce qu'il te faut pour avancer vers tes objectifs et que ça t'aide, go. Alors j'imagine que les gens se posent, est-ce qu'il y a une addition par rapport à cette médicamentation? Quels sont les effets secondaires qu'il peut y avoir, des choses comme ça? Ça, c'est les questions clés que je me suis posées au tout début, parce que je faisais pas forcément le malin. Et la réponse, c'est l'addiction. Il y a un argument qui est marrant, c'est qu'il y a plein de TDAH qui oublient de prendre leur médication. Donc si c'est addictif, en général, quand on est addict à quelque chose, on n'oublie pas. Et l'autre chose, c'est que il y a deux façons de répondre à la question. La première, c'est déjà comment on définit l'addiction. Est-ce qu'on peut être addict au sucre? Est-ce qu'on est addict à nos smartphones? Définir le normal et le pathologique de l'addiction. À partir du moment où, pareil, ça n'a pas de retentissement négatif, que la molécule, il n'y a pas d'accoutumance dans le sens où il n'y a pas besoin d'augmenter les doses graduellement pour garder le même effet, et que si je m'arrête du jour au lendemain d'en prendre, il ne se passe strictement rien. Il se passe rien quoi, de néfaste. Et qu'en plus, il faut être suivi par un psychiatre tous les mois, et que c'est le job du psychiatre de justement s'assurer qu'il n'y ait pas comment dire, qu'il n'y ait pas de mauvais usage ou qu'il n'y ait pas de comportement mauvais. À partir du moment où on est accompagné, il n'y a pas de souci à se faire. Il faut avoir un professionnel de santé de confiance
et, et avoir cette démarche presque entrepreneuriale. En fait, il faut tester et voir quoi. S'il faut, ça va marcher. S'il faut, ça va pas marcher. Mais il y a, il y a rien à perdre à pas essayer des solutions qui existent à partir du moment où, dans tous les cas, il faut suivre un processus médical et Mm. que c'est pas un truc qu'on décide du jour au lendemain en se levant. Tu vas devoir aller chez un psychiatre te faire diagnostiquer, tu vas devoir aller chez un cardiologue faire les examens cardiaques pour vérifier que tout est ok, tu vas devoir refaire un examen chez le psychiatre. Enfin, tu vas pas te lever, aller à Carrefour et en acheter. Donc, à partir de là, j'ai pas de difficulté à en parler, surtout que, pareil, au niveau des études, on le voit, les, les effets secondaires existent, mais en fait, ils sont vraiment minimes par rapport aux bénéfices Mm. qu'on a. Et moi, par exemple, quand j'en discute avec mon psychiatre, il voit que chez ses patients, il n'y a quasiment aucun échec, quoi. Tous les gens, ça les aide. Il suit que des TDAH adultes en plus maintenant, parce qu'il n'y a quasiment aucun psychiatre spécialisé là-dedans. Alors ça, c'est un autre sujet scandaleux. Mais ça aide énormément de personnes. Et moi, je trouve ça fou que personne n'en parle, ou qui est pire, des mauvais diagnostics, où on pousse des gens à aller plus vers des anxiolytiques ou des antidépresseurs ou des choses comme ça, alors qu'en fait, la dépression ou l'anxiété pourrait être la conséquence d'un TDAH non diagnostiqué Mm. plutôt que le problème de fond. Et ça, c'est un enjeu c'est un enjeu de sensibilisation des professionnels de santé, c'est un enjeu de formation, c'est un enjeu de connaissance. Enfin, c'est plein de choses à creuser. Donc vraiment, si vous posez des questions là-dessus, il faut en parler à votre professionnel de santé ou tester d'autres professionnels de santé pour avoir différents avis. C'est un sujet qui est très complexe et beaucoup de psychiatres n'ont pas les mêmes avis là-dessus et c'est un problème parce que j'en parlais ce matin avec mon psychiatre, il a des collègues où ils se prennent encore la tête quoi, en disant est-ce que le TDAH existe, est-ce que ça n'existe pas, est-ce qu'il faut prescrire, est-ce qu'il ne faut pas prescrire, il y en a ils refusent de prescrire, Mm. c'est très 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 compliqué et ça moi j'ai une chance inouïe d'avoir un professionnel qui est opérationnel dans ce sujet, mais ça pour moi, c'est un des enjeux numéro un. C'est aussi cette phase en amont en fait, du diagnostic de trouver la bonne personne pour se faire accompagner. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait, de la même manière, quand tu fais le test HPI, il faut qu'il y ait un vrai professionnel qui puisse t'accompagner pour essayer de comprendre les résultats et qu'est-ce que Mhm, ça peut, quelles conséquences ça a et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution de son côté à te proposer, quoi. exactement. Mm. Ouais, c'est vraiment dommage finalement, comme tu dis, qu'on n'en parle pas de toute façon de tout sujet de manière l'atypisme en général et qu'on considère qu'il y a une espèce de normalité, on ne sait pas trop laquelle c'est, mais il y a une Mhm, espèce de normalité où tout le monde doit rentrer dans une espèce de cadre. Parce que le problème derrière, c'est que ce que ça amène, c'est qu'il y a des gens qui sont un petit peu honteux presque d'être différents, d'avoir besoin peut-être d'une aide extérieure. Ne serait-ce que d'aller demander ou voilà, et ça c'est dommage parce que finalement ça empêche une partie de la population qui a mhm, énormément apporté, qui a un fonctionnement qui est différent, un petit peu plus, enfin un petit peu différent par rapport peut-être à la majorité des personnes, mhm, et qui vont rester en souffrance pendant une grosse partie de leur vie parce que on n'en parle pas, parce qu'on parle pas des solutions qu'il peut y avoir, parce que mhm. on n'ouvre pas ne serait-ce que la discussion en disant ok, il y a des solutions, quels sont vos retours d'expérience par rapport, voilà, entre les Mhm, professionnels, comme tu disais, finalement, le fait de ne pas en parler fait que le sujet n'avance pas. mhm, Là où, dans certains pays, c'est vrai que c'est des choses peut-être avec lesquelles on a plus de facilité mhm. à en parler et qui nous font vraiment avancer et trouver des solutions qui Ouais, c'est peuvent sûr. vraiment aider énormément de gens, quoi. Mhm. Bah, notamment aux États-Unis, mais même là en France, par exemple, le fait que moi je prenne la parole là-dessus, depuis, je dirais quoi, depuis juin, j'ai dû, je sais pas, j'ai dû envoyer 60 personnes vers un professionnel de santé pour un diagnostic. Mm. 60, 70, c'est énorme. Surtout qu'en plus, trouver les praticiens qui peuvent faire ça, c'est pas gagné. Moi, j'en avais qui faisaient des visios ou des choses comme ça, mais c'est déjà très compliqué. Euh, Il y a cet enjeu déjà de prendre conscience qu'il y a un problème, de prendre conscience que le problème n'est pas une fatalité, et accepter de demander de l'aide, et accepter que tout n'est pas une question de volonté. Mm. Et ce dernier point, tout n'est pas une question de volonté, c'est un truc qui est très très dur à déconstruire parce que on pense que c'est un aveu de faiblesse Ouais, c'est ça aussi. ou chercher la facilité Mm. ou presque tricher. Et même moi, j'ai eu cette sensation au début. Je me dis, c'est dingue. En fait, maintenant, les choses sont faciles, quoi. En fait, est-ce que je suis vraiment en TDAH? Est-ce que je devrais pas avoir des difficultés? Parce qu'il y a différents stades de TDAH. Il y a des TDAH qui sont très sévères, des TDAH qui sont moins sévères. Donc, des gens qui ont plus ou moins de difficultés. Moi, je suis pas un cas très sévère de TDAH, mais qui a suffisamment de symptômes négatifs pour que ça crée et créer à un instant T une souffrance dans ma vie.
Mais oser demander de l'aide et assumer ça, et pour beaucoup de gens, c'est inenvisageable. Et par exemple, ce qui est marrant, c'est quand on voit par exemple la différence au niveau du genre des personnes adultes diagnostiquées à l'âge adulte, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, parce qu'en fait, c'est elles qui se posent des questions de santé mentale, qui Mhm. vont davantage voir des thérapeutes, et qui sont plus susceptibles d'obtenir ce diagnostic-là que des hommes à l'âge adulte. Je parle pas des garçons qui se sont fait diagnostiquer tôt, je parle Mhm. vraiment à l'âge adulte. Et ça aussi, c'est des enjeux où, pareil, il faut sensibiliser. Moi, je prends la parole là-dessus. Ouais, je montre que ouais, je suis entrepreneur, je fais des choses, je suis un mec, j'arrive à être efficace sur des sujets, j'assume qui je suis et j'en parle. Mhm. Et j'essaie aussi voilà, d'inspirer, de montrer que c'est possible. Et puis de partager mon chemin aussi, parce qu'aujourd'hui j'ai 27 ans et c'est un chemin qui fait que commencer. Mais je vois que les gens sont réceptifs, ça les inspire, ça leur donne envie de plus, Mhm. ça leur donne envie de faire des choses et de pas se résigner. Et moi, pour moi, c'est crucial. C'est de pas se résigner et se dire on peut faire les choses, on peut changer les choses, il existe des solutions, il faut euh, les explorer et être bien entouré. Ok, on va attaquer. Tu nous as parlé tout à l'heure du second cerveau, la notion de second cerveau, qui va justement aider des personnes TDAH à s'organiser, à être un petit peu plus performants dans leur organisation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi, pour situer, c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai essayé de le mettre en place, ce second cerveau. J'ai des retours, on va pouvoir en parler un petit peu de moi, mes retours, quelles sont mes conclusions, mais j'aimerais bien entendre de ton côté, toi qui as énormément creusé le sujet et qui a aidé d'autres personnes aussi à le mettre en place. Donc déjà, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est que ce second cerveau? Mm. Le concept de second cerveau, j'ai découvert ça il y a 1 an et demi, au moment où justement ma première boîte avait craché, et que je me suis dit qu'il y avait peut-être un gros enjeu d'organisation qui avait contribué aux problématiques que j'avais pu rencontrer. Et à la base, c'était vraiment un système de ce qu'on appelle de gestion des connaissances personnelles. C'est-à-dire que moi, je consomme beaucoup de contenu et j'arrive pas à capitaliser sur ces contenus ou sur les idées que je peux avoir. Et ça me frustrait pas mal. J'ai découvert un type qui s'appelle Elliot Meunier, qui a un petit peu popularisé le concept de second cerveau en France et qui proposait un système qui me paraissait très très efficace. Donc j'ai suivi ses contenus, j'ai acheté sa formation. Et en fait, très vite, j'ai fait face à un problème qui était de l'implémentation. C'est-à-dire que lui présentait tout son système, sauf que moi, au moment où je regardais la vidéo et au moment où je devais implémenter chez moi, j'étais en mode, ok, en fait, le pont, il est quand même pas si simple que ça Ouais. à franchir. Et ça me frustrait parce que je voyais que le truc était efficace, mais je devais dans tous les cas reprendre à ma sauce ce qu'il proposait parce que je pouvais pas transposer exactement. Je pouvais pas copier-coller son système. Ça a été un premier point qui était assez frustrant. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que j'ai découvert que le concept de second cerveau, de second brain, venait en fait des États-Unis, d'un type qui s'appelle Thiago Forte. Et donc j'ai creusé ses contenus. Et en fait, le concept clé qui m'a le plus aidé, c'est son concept de weekly review, de revue Mhm. hebdomadaire. En fait, c'est de prendre un moment chaque semaine où tu fais le tour de tes boîtes de réception. Tes boîtes de réception, c'est quoi? C'est tes mails, ton outil de prise de notes, ton bureau et tes téléchargements, éventuellement une boîte où tu as tes courriers physiques, et ton gestionnaire de tâches, là où tu captures toutes tes tâches. Et en fait, de mettre ça en place, ça m'a permis que quand pendant ma semaine, il se passe des choses, j'ai des idées, je capture des trucs, il y a un moment à la fin de la semaine où je repasse sur toutes ces choses-là, de manière structurée, toujours la même chose, et qui me permet d'avoir un moment pour prendre des décisions sur, ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est pertinent à l'instant T? Est-ce que je le priorise? Est-ce que je le range? Et ensuite, en conscience, soit le mettre de côté, soit dire que la semaine prochaine, j'agis dessus. Ça a vraiment été game changer pour moi. Mhm. Ça a vraiment structuré où chaque semaine, je fais le point et chaque semaine, je sais que la semaine d'après est un minimum prévu. Et j'avance un petit peu plus dans la direction que je veux plutôt que de subir le flux des sollicitations et des urgences. Une fois que j'ai mis ça en place, bah en fait, pour moi, c'était la version la plus simple du système que je pouvais avoir. C'est-à-dire qu'il me fallait un outil de gestion des tâches, un outil de prise de notes, et en fait, c'est tout. Et la weekly review qui me permet Mhm. de structurer ça. Ça, je l'ai testé et itéré sur, maintenant, je crois que je dois être à 80e weekly review, voire plus. Et depuis que je fais ça, déjà, ma vie était en ordre. Et ça, c'était déjà bien avant le diagnostic de TDAH, bien Mhm. 8-9 mois avant ça. Et déjà, ça m'a énormément aidé à me structurer, surtout que l'habitude,
C'est juste en fait une fois par semaine. Donc en soi, un truc tous les jours, c'est sans moi, mais un truc une fois par semaine, bon, pourquoi pas. Surtout quand je vois l'impact positif que ça. Donc ça, c'était ma version minimale du second cerveau. Et en fait, c'est ça qu'il y a avec le concept de second cerveau, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot, une fois de plus. Parce que pour certains, c'est par exemple un second cerveau sur Obsidian avec les idées connectées entre elles, avec des trucs de fou. Moi, ça m'a beaucoup attiré, mais j'ai pas encore craqué C'est le ce que truc. j'ai. Moi, je l'utilise, mais déjà, je l'enseigne pas, parce que Ouais. je maîtrise pas moi-même, et j'ai pas encore trouvé le process Ouais. après 1 an et demi sur comment, de manière naturelle, je peux l'utiliser. Donc, pas grave, je le mets de côté, Mm. je culpabilise pas. Il y en a d'autres où c'est sur Notion, ils veulent tout centraliser sur Mm. Notion, leurs notes, leurs outils, leurs ressources, leurs machins. Moi, je suis en mode Notion, c'est génial si vous voulez procrastiner et passer des heures à configurer des trucs. Ça, c'est sans moi, j'ai pas le time pour ça, je dois bosser. Euh, et Dieu sait que j'en ai passé du temps à vouloir faire des trucs sur Notion. Donc aujourd'hui, Notion, je m'en sers juste pour le taf, Mm. pour partager des ressources et suivre mes coachés. C'est tout. Et en fait, voilà, pour moi, le second cerveau, si je résume aujourd'hui, c'est un système d'organisation qui te permet d'externaliser un maximum de choses de ta tête, Mm. d'avoir confiance en le système pour s'assurer que tu n'oublies rien. C'est-à-dire que si pendant la semaine, tu te balades et tu vas nécessairement voir un concept stylé, un post LinkedIn, un article de blog, sauf qu'à l'instant T, tu dois faire autre chose, bah, tu peux le capturer dans ton inbox et tu sais que chaque semaine, dans tous les cas, tu repasses dessus pendant ta weekly review. Mm. Donc non seulement à l'instant T, tu vois le truc intéressant et tu fais une action dessus, donc ton cerveau il est content, il dit bah, tiens, tu as fait une action, et tu te dis je repasserai dessus dans quelques jours, et pendant ta weekly review, tu n'auras pas le même état d'esprit que pendant que tu faisais ton truc potentiellement chiant avec le site web qui avait l'air beaucoup plus intéressant. Tu pourras dire, bah, en fait, est-ce que c'est vraiment une priorité? Est-ce que je veux vraiment faire quelque chose avec ça? Ou est-ce qu'en fait, je vais le ranger et je verrai ça plus tard parce que c'est pas un sujet pour le moment? Spoiler, c'est très souvent pas un sujet pour le moment. Mm. En fait, on C'est n'a ça pas tant aussi de que ça sujets que t'évite. ça. Hein. C'est ça, ça évite en fait finalement, parce que quand tu as cette tendance à suivre chaque objet brillant qui se présente à toi, finalement c'est d'arrêter une tâche que tu avais estimée importante et qui est sans doute, comme tu dis, très souvent beaucoup plus importante que ce que tu viens de regarder. Mais finalement tu vas choisir la facilité, tu vas choisir la nouveauté aussi surtout, pour pouvoir aller l'explorer et puis te couper dans la tâche et finalement ne pas avancer ton projet, quoi. Et on a énormément de personnes qui sont comme ça, moi-même je l'ai été énormément, j'ai mis pas mal de choses en place par rapport à ça. Toi, comment ça se traduit? Moi, je vais pouvoir parler de mes projets, mes outils. Tu as cité l'Obsidian. Moi, je suis en train vraiment de creuser le truc vraiment à fond. Avec moi, ce qui me plaît avec Obsidian, c'est le lien entre chaque idée et d'arriver à avoir un petit peu toute cette Oui, arborescence ça qu'il peut j'adore. avoir. Je trouve ça absolument génial parce qu'après, tu arrives à créer des ponts et à en Bah, c'est le sortir des vrai idées de second contenu. cerveau, quoi. C'est vraiment C'est les génial. neurones qui se connectent, quoi. C'est Ouais. visuel. Moi, j'ai suivi je peux le citer, j'adore ce mec, Laurent Bertin, qui est un gars qui avait une communauté d'hypno avant et qui s'est plutôt justement aussi orienté vers toutes ces questions, pas que d'organisation, mais enfin pas surtout organisation, mais plutôt entrepreneuriat. Et il a une formation sur ça, et moi je l'ai suivi, elle est excellente. Et j'aime bien la phrase qu'il dit, il dit que finalement ton système, il doit être fait pour la version la plus paresseuse de toi. Mm. Ça, je te rejoins énormément là-dessus, et je crois que c'est un des mots d'ordre de mon système. C'est si c'est chiant ou difficile, je le fais pas. Mm. Et c'est comment je peux mettre en place les trucs les plus simples possibles à mettre en place pour que je le fasse naturellement chaque jour. Comment capturer une tâche Mm. facilement, comment prendre une note facilement, comment je fais en sorte que ça me prenne une demi-seconde. Par exemple, sur Internet, quand j'ai un article de blog intéressant, j'ai une extension Chrome Evernote qui me permet, en cliquant dessus, de l'envoyer vers Evernote. Ça me prend 3 secondes. Quand je veux capturer une tâche sur mon Mac, j'utilise une application qui s'appelle Things, et si je fais CTRL espace, ça ouvre une petite fenêtre qui me permet de capturer la tâche, et je fais entrer. Ce qui fait que quand un truc me traverse la tête, alors que même je suis en deep work en train d'écrire, je vais pas empêcher mon cerveau de penser à d'autres trucs parce que nécessairement il va penser à d'autres trucs. C'est juste que Mm. quand l'idée me vient, je peux la capturer tellement rapidement qu'en fait ça me coupe pas de ma tâche. Mm. Mais je sais que la chose est capturée et que du coup j'ai pas à me dire ah bah mince j'ai oublié ça ou il y a quelque chose d'important et je m'en souviendrai pas, du coup il faut que je le note, mais où est-ce qu'il est mon carnet, et bam c'est fini. On a Ouais. perdu le fil de sa tâche. Et plus le système est simple, plus tu vas le tenir, plus il va se bonifier avec le temps, plus il est complexe, plus ça va te demander de l'énergie pour le maintenir, plus tu vas gâcher de l'énergie là-dedans et pas ailleurs, et plus il y a des risques que si ta vie, il y a un moment où tu as vraiment une semaine super chaotique ou un truc comme ça, tu as le château de cartes qui s'effondre Mm. et tu repars de zéro, et il n'y a rien de pire que ça. Donc accepter qu'il soit un petit peu chaotique le système,
accepter qu'il soit simple et pas parfait malgré les images de systèmes parfaits qu'on peut voir passer à droite à gauche. Tant que ça marche pour toi et tant que c'est facile d'utilisation, c'est le bon système. C'est les 2 critères. Toi, quand tu fais tes accompagnements par rapport au second cerveau et à l'organisation en général, tu t'attaches vraiment à l'outil. Là, tu as cité Evernote. Est-ce que tu accompagnes les gens en disant OK, il va falloir, ou tu t'adaptes par rapport aux outils qu'ils utilisent? Comment ça se passe? Les outils, c'est le grand sujet sur l'organisation personnelle. On a tous cru un jour découvrir l'outil parfait qui allait tout révolutionner et tout résoudre. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu avec ClickUp à l'époque. J'étais en mode, c'est un truc de ouf. Il y a tout. Il y a Notion, Airtable, il y a tout dedans. Spoiler, ça n'a rien changé parce que c'est comment tu l'utilises qui compte. Donc moi, aujourd'hui, je dis que je suis agnostique en termes d'outils. C'est-à-dire qu'en fait, l'outil, on s'en fiche. C'est comment tu l'utilises qui compte. Moi, personnellement, j'ai mon ensemble d'outils qui fonctionnent bien pour moi et que je peux en recommander à quelqu'un qui part de zéro. Mais souvent, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des principes de base. Le principe de la boîte de réception et de la capture rapide, le principe de l'organisation par dossier et le principe de la weekly review. C'est pas dépendant d'un outil en particulier. Donc moi, quand j'accompagne quelqu'un, la première phase, c'est moi une phase d'audit où la personne me présente comment elle fonctionne, comment elle a l'habitude de capturer les choses, de prendre des notes sur son ordinateur, sur son téléphone, avec quelle appli. Et à partir de là, on va construire quelque chose plutôt que d'imposer un nouvel outil, sachant que de toute façon, je suis affilié par aucun outil, donc j'ai aucun intérêt à en pousser un. Donc non, c'est vraiment sur mesure. Ok. Et ton outil donc te permet de faire le lien entre les idées que tu peux avoir et justement d'arriver à faire des ponts pour pouvoir, pourquoi pas, toquer dans la création de contenu, arriver à pouvoir poster régulièrement et trouver des idées de sujets. Comment, si tu devais le décrire par rapport à toi, comment tu l'utilises dans ta semaine? En fait, c'est une bonne question parce que cette question de la connexion entre les idées, il y a cet outil Obsidian qui permet visuellement de le faire. Moi, je trouve ça très puissant dans le principe. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'utilise forcément dans ma création de contenu. Moi, par exemple, j'utilise Evernote, donc c'est juste un outil très simple où il y a des notes, des carnets de notes et des piles de carnets de notes. Et j'utilise Evernote pour stocker les idées. J'utilise un peu de Notion d'ailleurs pour avoir un calendrier éditorial, pour stocker les idées. Mais en fait, moi, le truc dont je me suis rendu compte, c'est que le second cerveau est censé soulager ton premier cerveau. La question, c'est dans quoi est-ce que ton premier cerveau est fort et dans quoi est-ce que ton second cerveau va être fort. Le premier cerveau, par exemple, il est naze pour se rappeler de plein de choses, de plein d'éléments, de plein de faits. Donc sachez que dans Evernote, j'ai plein de facts, de sites web, de concepts, idem dans Obsidian d'ailleurs, qui sont en vrac. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment une réflexion du moment, ça. Le fait de faire les connexions entre les idées, en fait, c'est mon premier cerveau qui continue de le faire. Okay. Le fait que les éléments soient stockés quelque part, je sais que je peux faire le pont entre 2 idées et je sais que je peux retrouver là d'où vient l'idée rapidement, en fait. Et le fait de matérialiser la connexion sur un outil, à l'heure actuelle, je pense qu'en fait, c'est un bonus, mais je trouve que notre premier cerveau, pour le coup, il est suffisamment fort pour ça. Enfin, si le sujet t'intéresse, tu auras tout le temps des connexions intéressantes qui se font. Le tout, c'est de les capturer. Je pense qu'on le fait assez naturellement avec les profils qu'on a. On fait assez naturellement les ponts entre après, oui, effectivement, ça n'empêche pas, si un outil peut te faciliter la tâche de temps en temps, parce on mange tellement de contenu, on consomme tellement de contenu finalement que moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a pas mal de notions que je trouvais intéressantes sur le moment, que je peux oublier parce qu'il n'y a pas de mise en pratique, alors que d'autres, il y a la mise en pratique directe, donc finalement, je le retiens directement. Mais ouais, je comprends complètement ce que tu dis. Et c'est vrai que tu parlais d'Obsidian, il y a une courbe d'apprentissage qui quand même... Enfin, il y a un petit temps d'adaptation. Il y a une courbe d'apprentissage, ouais. Il y a une vraie courbe d'apprentissage. Après, vous trouvez énormément de contenu et de tutos sur ça. Mais par rapport au second cerveau de Tiago Forte, c'est vrai que lui, il parle de R, d'intérêt, etc. Moi, c'est des choses qui m'avaient un petit peu refroidi à l'époque. Je pense que j'aurais bénéficié d'un accompagnement sur ça, parce que après, j'ai suivi d'autres contenus et d'autres créateurs de contenu qui en parlaient et même qui proposaient. J'ai acheté un template de second cerveau sur Notion. Et au début, j'étais comme un fou. Je me suis dit, mais ça y est, quoi, j'ai trouvé le truc ultime. J'ai craqué, c'est bon, je comprends. En plus, il me le montre, ça a l'air tellement simple, c'est tellement clair. Et puis, comme tu dis, je me suis retrouvé devant mon truc à faire mon propre second cerveau à ce moment-là. Je me suis dit,
et merde, c'est quoi exactement un area of interest, enfin ils appellent ça comme ça, c'est quoi exactement, comment je lis finalement les trucs entre eux, etc. Et je pense que j'aurais bénéficié de quelqu'un qui m'aide dans ça. Après, avec le recul aujourd'hui, après plusieurs mois, je me dis que c'était pas forcément un système qui était adapté par rapport à ce que je recherchais. Même si je pense que enfin, tu me dis ce que tu en penses, mais pour moi, je pense que c'est des choses qui évoluent aussi. Qui évoluent avec la vie, par rapport à ton quotidien, par rapport au temps que tu peux avoir, aux événements qui peuvent se passer dans ta vie, aux projets que tu peux avoir, etc. C'est pour ça que, comme tu l'as si bien dit, l'outil, chercher constamment l'outil parfait, c'est prendre le problème dans le mauvais sens, en fait. À l'envers. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir, ok, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je cherche à faire finalement. C'est très juste ce que tu dis d'ailleurs là-dessus, parce que moi, mon approche en accompagnement, c'est une approche que j'appelle bottom-up. C'est-à-dire que quand tu achètes un template, par exemple, c'est une approche top-down. C'est un truc tout prêt et tu vas essayer d'implémenter tes choses dedans. Alors qu'en fait, le secret, c'est de partir de toi et de rajouter des briques à partir de là. Et moi, par exemple, les briques que je donne, c'est pas des méthodes, c'est pas des hacks, c'est vraiment des principes d'organisation de base que peu importe ce qui se passe dans le futur, tu utiliseras les mêmes. Si l'outil change, si tes intérêts changent, si tout change, les principes restent les mêmes. Et ça, je pense que c'est crucial. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'ailleurs de l'accompagnement one-one, parce que je pourrais très bien me chauffer, je prends un mois pour faire une formation géniale et tout apprendre. Mais pour moi, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est dans la personnalisation du contenu. Et moi, quand j'ai voulu créer mon second cerveau au départ, j'ai énormément galéré du fait de devoir trouver moi-même les tips. Je me souviens qu'il y avait un type, je ne sais pas s'il va écouter le podcast, mais il créait un outil à l'époque, au tout début de quand je faisais le second cerveau, et il me racontait son outil, machin, de lien, machin. Moi, je me souviens que j'avais dit, franchement, je peux te challenger sur le truc. Moi, je pense que l'enjeu, on n'a pas besoin d'un outil, quoi. Les outils, on a à l'appel. Genre, je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne pour mettre en place ça. Et j'ai dit ça, c'était en avril 2022. Alors, ce qui est marrant, parce qu'un an et demi plus tard, je fais quoi? Je fais exactement de l'accompagnement second cerveau pour les TDAH, d'ailleurs. Donc, c'est très drôle, comme les intuitions qu'on a à un moment donné, souvent, en fait, restent les mêmes. Les idées d'entreprise, souvent, on sait, en fait, les choses qui nous animent. Mais cette approche bottom-up, c'est vraiment ça qui va permettre de mettre en place des choses vite, parce qu'en plus, quand on est entrepreneur ou qu'on fait des choses, on n'a pas le temps de faire un chantier pendant 2 mois et tout mettre en pause. Et en fait, d'expérience, c'est le plus efficace, parce que des fois, rien qu'en une séance, en 1 heure avec quelqu'un, déjà, ça peut débloquer fois 1,5, fois 2 la productivité sur la semaine d'après. C'est impressionnant. Sans rien changer au logiciel ou aux outils utilisés. Donc... Après, voilà, si je voulais vendre de la formation ou du template, je dirais que les templates sont super et que mon template est le meilleur, mais pour moi, j'en ai trop essayé et je sais que la solution est pas là. Je pense que c'est la solution de facilité d'un point de vue business, je pense honnêtement. Oui. C'est-à-dire tu vends un template et après, allez-y, je vous explique comment ça marche et puis finalement... C'est scalable, comme on dit. Et voilà, et je peux comprendre pourquoi ils font ça, mais derrière, je suis un fervent défenseur de ce que tu dis, c'est-à-dire que avoir quelqu'un qui te fait cet effet miroir et qui t'aide vraiment avec un regard extérieur par rapport à ta propre organisation et qu'est-ce que tu cherches à mettre en place, va te faire gagner énormément de temps. Parce que comme tu dis, finalement, quand tu es entrepreneur ou quand tu as une vie très chargée, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur pour avoir une vie très très chargée. Hein. Si tu es mère de famille, tu sais, tu as tellement de choses à gérer, etc. Mais finalement, être accompagné pour qu'on te dise, ok, par rapport à ce que tu cherches à faire et par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, peut-être que tu peux le faire différemment, peut-être que tu le fais à cette manière, etc. Est-ce que vraiment ce que tu as mis en place te sert, etc. Voilà, quand tu es entrepreneur, tu as du mal déjà à t'arrêter et à dire, ok, moi, par exemple, ce travail-là, je le fais... en quelque sorte, je considère ça que je le fais en dehors de mon temps Cameo, alors que ça fait en pleinement partie. Mais j'aime bien, par exemple, c'est un temps que j'aime bien prendre le soir parce que je me cale devant mes notes et je regarde un petit peu mon système pour voir un peu comment je peux le modifier, comment je peux l'améliorer, comment je peux l'optimiser, etc. Et puis, comme tu dis aussi, pour faire ma weekly review, pour avancer. Et je pense que c'est important justement d'avoir un regard extérieur. Et nous-mêmes, chez Cameo, on fait des weekly reviews sur un autre outil qui s'appelle Trello, mais parce qu'on a un système en place qui nous permet de définir les priorités de chacun et de voir un peu où en est l'avancée de chacun et que tout le monde soit au courant. Et ce qui est bien, c'est que justement, on se fait entre nous cet effet de
ok, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que vraiment ça répond finalement aux objectifs qu'on s'est fixés au trimestre et à l'année? Est-ce que voilà, donc Et c'est comme tu dis, l'avantage d'être à plusieurs aussi, parce que des fois quand exactement, on entreprend, on est tout seul, on prend pas de recul, on a la tête dans le guidon, on sait c'est pas ça, que en fait nos priorités du moment en c'est sont ça. même pas. Mm. Et ça, c'est pas forcément un enjeu d'outil, c'est un enjeu d'avoir quelqu'un à côté qui essaie de comprendre ton business, qui essaie de te donner les bonnes pistes. Pourquoi pas aussi te mettre en relation avec quelqu'un ou te faire creuser un concept ou quelque chose pour ton business. Tu disais très bien, en fait, ça te fait gagner énormément de Ouais. temps. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, je trouve que l'enjeu de temps, il est quand même crucial. Et que oui, alors un template ou une formation, c'est sympa parce que ça coûte pas très cher et puis t'as l'impression de faire quelque Ouais, chose de ouais. productif, alors qu'en fait, tu vas peut-être mettre un billet un peu plus élevé, mais au moins on a un accompagnement de, imaginons 3 mois par exemple, comme ceux que je propose moi. Et ben après, je t'ai appris à pêcher et tu peux manger tous les poissons que tu veux tout seul parce que tu as les bases et tu peux avancer seul. Et tu sais que tu vas pas faire de fausse route ou partir vers quelque chose qui va te faire perdre potentiellement 1 ou 2 mois. Faut se focaliser sur son C'est ça business, aussi. trouver des clients, faire son offre, voilà quoi. C'est C'est ça ça les aussi, c'est que priorités. non seulement ça va pas te faire gagner du temps, mais ça va te faire perdre du temps parce Mm. que tout cet effort que tu vas faire pour pouvoir adapter un espèce de système que tu as pris et finalement ne pas t'en sortir avec parce que tu es tout seul avec, c'est vraiment Mm. du temps perdu Et et ça te même coûte de ça l'argent t'embrouille aussi. complètement et ça te coûte de l'argent aussi. C'est le coût de l'inaction quoi. Ouais, exactement. Mm. Donc, ouais, c'est vrai que je pense que c'est un vrai investissement, le Mm. fait d'être accompagné. Nous, chez Cameo, donc ouais, je pense que ce qui est complémentaire par rapport à ça, c'est aussi, donc en plus des weekly reviews, tu peux aussi faire les masterminds. On fait les masterminds tous les lundis, on a 2 masterminds dans la communauté où justement on va échanger entre membres de la communauté pour parler des objectifs importants de la semaine. Mhm. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'avant? Est-ce que finalement les objectifs qu'on avait énoncés publiquement, donc c'est un engagement aussi public, est-ce qu'on est arrivé, est-ce qu'on n'est pas arrivé, est-ce qu'on a pu Mhm. analyser pourquoi si on n'est pas arrivé? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on estime important cette semaine? Et ça, je trouve ça super puissant. Quand j'ai commencé les mastermind, moi c'était avec 2 amis avec qui on a fait, on se voyait toutes les semaines et c'est super puissant parce que finalement ça te fait réfléchir sur ok, est-ce que vraiment, qu'est-ce que j'estime important, qu'est-ce qui va Mhm. me faire avancer le projet. Et tu es Bon, aussi engagé face à une tierce personne, c'est qui est ça. aussi un gros enjeu pour t'aider à avancer. Alors pour la petite histoire, ça marche pas forcément pour tout le monde parce que Mm. je pense que dans le groupe, il y en avait un qui avait un TDAH justement d'hyperactivité qui part dans tous les sens. Et malgré le fait qu'on parlait et qu'on échangeait beaucoup sur les priorités qui étaient essentielles pour lui, à chaque fois, à chaque nouveau mastermind, lui, il partait dans un autre sens, Mm. etc. Et je pense qu'il aurait bénéficié justement de quelqu'un qui connaît cette thématique Mm. et qui peut l'aider à dire, ok, attends, Ouais. tu vois là, tu pars un peu à droite à gauche, il y a peut-être des outils, des choses vraiment spécialisées dans les personnes qui sont comme toi, qui ont Mm. une idée à la seconde et qui ont besoin justement de Mm. pas forcément poursuivre chaque idée que tu as Mm. sur le moment, quoi. Puis quelqu'un de focus sur lui qui apprend à le connaître. Moi, c'est ce que Exactement. nous, dans mes accompagnements, c'est vraiment j'apprends à te connaître, toi, ton business, je comprends comment tu fonctionnes et c'est là qu'aussi l'accompagnement personnalisé et sur mesure, ça décuple l'efficacité par rapport à quelque chose de générique. C'est ta problématique précise, ton fonctionnement précis, on va trouver une solution par rapport à ça. Bon, écoute, Mickaël, je pense qu'on peut passer aux questions rapides. 3 petites questions rapides pour terminer cette interview. Let's go. Allez. Le premier, est-ce que tu as un livre que tu as tendance à offrir ou à conseiller régulièrement? Alors non, parce qu'à chaque fois que je recommande des livres ou que j'en offre, les gens les lisent pas, donc j'ai arrêté. Mais sinon, ouais, du coup non, c'est le problème avec les livres. Ça, c'est une réponse rapide. Je ne recommande plus de livres. J'évite d'imposer aux gens un livre à lire parce que c'est souvent de la charge mentale en plus. Ou enfin, c'est 1% des gens à qui j'ai offert un livre l'ont lu. Peut-être que j'ai offert une mauvaise personne, mais j'ai pas l'impression. Donc non. Mais après, Mais j'ai quand même un titre de livre inspirant que j'aime bien. en tout cas, toi, quelque chose qui t'a aidé, ouais. C'est bizarre qu'elle soit aussi dure à répondre Mm. cette question-là. Ou alors si j'ai une ref, mais je sais pas si je peux en parler. Si, non, vraiment, un livre qui m'a vraiment aimé, c'est 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Genre, Ah ouais. vraiment, genre le type à la base, genre, j'avais une antipathie profonde pour lui. Ah ouais? C'est intéressant. Parce que j'étais pas du tout. Enfin, je sais pas, je consommais des contenus à l'époque qui étaient pas forcément pro pour ce gars. Puis j'ai lu ce qu'il avait à écrire. Et le mec, c'est juste un génie. Ouais. Donc, ça, c'est un livre. Si je dois m'isoler sur une île et j'ai droit qu'à un livre, je prends celui-là. Ouais. Genre, sans hésitation aucune. 12 règles pour une vie. C'est intéressant quand même. Moi, j'ai l'impression que les personnes qui parlent de ce type-là,
de Jordan Peterson, en fait, lui reproche des choses, quand tu creuses un peu, c'est... Des fois, j'arrive pas à le trouver. Je trouve qu'il a des positions et je suis loin d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais en tout cas, on peut pas lui enlever le fait qu'il aide énormément de gens avec certaines choses qui sont importantes, essentielles pour se retrouver soi, pour pacifier aussi les relations que tu peux avoir. Je trouve que c'est beaucoup de messages qui peuvent être positifs, qui peuvent aider des gens. Et derrière, après, on peut être d'accord ou non avec lui. Hein. Moi, honnêtement, je suis pas en train de dire qu'il a la science infuse. Mais pour moi, ouais, c'est quelqu'un qui parle déjà, qui s'exprime extrêmement bien, qui connaît une grande majorité des sujets qu'il aborde, pas tous de temps en temps, ouais, mais... et qui connaît les définitions des mots qu'il emploie aussi. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire des choses et finalement, quand tu creuses un peu, il n'y a pas grand-chose derrière. Il y a un peu un paradoxe, en fait, où par exemple, sur les réseaux sociaux, il peut raconter vraiment des trucs qui ont aucun intérêt ou vraiment, vraiment bas étage. Mais quand on regarde ses vidéos sur YouTube, ses cours, etc., vraiment, c'est les contenus les plus fascinants que j'ai jamais écoutés. Surtout pour moi qui viens d'un double cursus philosophie-psychologie, et lui qui fait vraiment le pont entre la philosophie et la psychologie. Il y a tellement d'intuitions que j'ai eues et que lui, il a eu les mêmes et qu'il a approfondi fois 1000. Ouais. C'est vraiment le penseur où je me suis le mec qui allait le plus loin dans certains sujets que moi-même j'ai effleuré, que je trouvais extrêmement niche. Et pour ça, je lui dis merci de me sentir moins seul. Mais il a très bien théorisé du coup, il a très bien mis en pratique dans son livre avec les règles pour une vie. Après, il n'empêche que des fois, il sort des énormités, mais en tout cas, après, c'est comme tout le monde. Peut-être que c'est comme tout le monde, en fait. Tirer des énormités. Mais c'est clair. On se trompe tous, tu vois. Je trouve ça dingue quand même qu'on aille lui critiquer sur des points, évidemment, qui dit des choses. Et même, tu peux revenir sur des choses que tu as dit parce qu'on se trompe tous, comme tu dis. C'est comme ça qu'on apprend. Mais le dénigrer dans son intégralité. Sur le TDAH, il raconte des énormités. Je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il raconte sur le TDAH, alors que le mec, il est génial. Je me dis, c'est pas grave. J'écoute pas ses contenus sur le TDAH, il y a des choses intéressantes à dire. Et puis au pire, C'est ça. C'est pas en même temps, ça serait bizarre, je trouve, de suivre quelqu'un en disant ok, tout ce que tu dis est parole d'évangile. Moi, je trouve ça louche, justement. Là, à ce moment-là, on aborde, c'est des gourous, quoi. C'est ça qui est bien. Moi, je suis très content quand il y a un gars que j'admire et qui dit des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Je me dis ouf. Au moins, le rapport est sain. Parce que sinon, il y a des dissonances cognitives, on essaie de les gérer et c'est pas très bon. Donc, du coup, la question rapide a une réponse moins rapide, mais intéressante. Mais intéressante, ok. Le dernier investissement de moins de 100 € qui a eu un impact particulièrement positif dans ta vie? J'ai acheté un jeu Pokémon sur ma Switch. Okay. C'est génial pour me détendre le soir, j'aime trop. Voilà. J'adore. Très positif. Retour en nostalgie, retour en enfance, top. Je comprends. Et pour finir, est-ce que tu as une citation en particulier qui te trotte dans la tête régulièrement? Il y a une citation que j'aime bien, alors je sais pas de qui elle est, mais c'est le chemin se construit en marchant. Et ça, je trouve que c'est très rassurant comme citation, parce que t'as beau avoir la stratégie parfaite, la vision parfaite, en fait, tu te mets en mouvement, et c'est en testant des choses que, en fait, tu vas avancer vers cette vision-là. C'est en faisant des erreurs, c'est en testant des trucs que t'as pas anticipé. Et d'accepter, tu vois, à la fois d'avoir une vision et des étapes claires dans ta tête, et accepter l'incertitude de chaque jour où tu essaies des choses. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, et t'apprends. Le chemin se construit en marchant, j'aime beaucoup ça. Ok, super. Bah, écoute, merci Mickaël. Merci Julien. Merci beaucoup pour cette conversation. C'était un plaisir. Si jamais les personnes veulent te retrouver, comment ils peuvent échanger avec toi, t'écrire? Sur LinkedIn principalement. Mickaël Nardi sur LinkedIn. Génial. Ok. Merci Mickaël. Bonne journée. Merci à toi. Ciao.